sommes à J-7 du référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. La campagne, elle, a débuté hier. Les partisans du oui et du non sont sur le terrain. Hier, le président Ouattara était au stade Félix Houphouët-Boigny pour défendre le oui à la Troisième République. Environ 1 million de cartes d'identité nationale ont été distribuées. L'ONI, l'Office national d'identification, invite tous ceux qui ont fait la demande à se rendre dans les différents centres pour le retrait de leurs pièces. Et nous sommes dimanche, jour de culte pour les fidèles chrétiens. L'église Saint-Paul de l'adoration d'Abidjan-Plateau a célébré la messe traditionnelle des familles. L'unité, la cohésion sociale et le pardon ont été évoqués par le nonce apostolique. Et le Cameroun qui est sous le choc après le déraillement d'un train qui a fait, selon le dernier bilan, au moins 75 morts et 600 blessés. Certaines familles des victimes sont en colère. Elles se disent abandonnées par les responsables de la compagnie ferroviaire. Voilà pour le sommaire. Merci de vous informer sur RTI 1. Commençons par ce qui concentre l'actualité politique en Côte d'Ivoire, le projet de nouvelle constitution, et c'est dans la Troisième République en question. Je le disais à l'instant, nous sommes à J-7 du référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. La campagne a débuté hier et les partisans du oui et du non sont sur le terrain. Hier, le président Ouattara était au stade Félix Houphouët-Boigny pour défendre le oui à la Troisième République. Les militants du RHDP étaient mobilisés pour ce premier jour de campagne à Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays, comme nous l'expliquent Mama Traoré et Awatouri. Des dizaines de cars garés aux alentours du stade Félix Houphouët-Boigny, dont une quarantaine pour la seule ville de Korogo. Pour la plupart, ils sont en provenance de l'intérieur du pays, bondés de militants du RHDP, Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix. La preuve que le projet de loi portant nouvelle constitution trouve un écho favorable aux confins de la Côte d'Ivoire. L'on pouvait s'en convaincre dans les tribunes du stade Félix Houphouët-Boigny avec la présence des délégations venues de toutes les parties du pays. Selon quelques élus locaux, cette mobilisation est à l'image de ce que leurs localités respectives réservent comme score au référendum du 30 octobre prochain. Odiéné sera debout comme un seul homme pour réitérer l'exploit qu'elle a toujours fait quand il s'agit de la démocratie, quand il s'agit du bien-être des Ivoiriens, c'est-à-dire de cette Troisième République, du vote de cette constitution. Et nous vous garantissons le score. Et vous savez, les scores d'Odiéné et les 99 seront encore là à la barre. Toute la Bagoué va voter 100% oui. Et je pense que la nouvelle constitution que les Ivoiriens vont voter le 30 va nous ramener la paix, la cohésion, l'union, l'emploi jeune. Et évidemment, les femmes ont leur place aujourd'hui dans la République, dans la Troisième République. On a fait des progrès énormes. On est passé des taux très faibles en 2010 à un taux de 60% de oui pour Alassane Ouattara en 2015. Rassurez-vous, les choses iront croissantes et je suis sûr que le score de ces référendums sera meilleur que celui des élections présidentielles. Toute la population de Divo est vraiment mobilisée et nous promettons un score d'au moins 85% pour le oui. Nous, là, nous aimons le président Ouattara. On l'a voté à plus de 88%. Et cette fois-ci, eh bien, nous allons confirmer cela en votant à plus de 90% pour cette constitution. La ville de San Pedro promettra le score de 73% au chef de l'État pour ce oui au référendum. Votez oui, votez massivement oui. Est-ce que nos parents du pays profond sont là? Vous êtes là? Vous êtes là, venus des différentes régions de Côte d'Ivoire. Cette constitution est pour vous. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous concernant le foncier, concernant la terre. Nous avons décidé de mettre cette disposition de 1998 dans la Constitution. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être changée. Cela veut dire, chers parents paysans, que la terre en milieu rural vous appartient et à vous seuls et à l'État de Côte d'Ivoire.
La campagne référendaire désormais lancée, ces militants de l'intérieur du pays peuvent repartir chez eux avec la conviction de passer à une troisième république. Surtout après avoir été édifiés sur les biens fondés de cette nouvelle constitution par les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Voilà, vous venez de voir la mobilisation des militants RHDP qui sont venus des différentes régions de la Côte d'Ivoire pour assister au meeting du président Ouattara. Et justement, le meeting pour le oui au référendum a été encadré par les forces de sécurité. Hier, au stade Félix Houphouët-Boigny, les hommes en tenue étaient à leur poste pour assurer la sécurisation, nous explique Abou Sanogo. Ils sont venus nombreux participer au lancement de la campagne référendaire au stade Félix Houphouët-Boigny au plateau. Vêtus de t-shirts ou de pagnes à l'effigie du président Alassane Ouattara, les militants du RHDP n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Pas petit groupe, et ils sont venus apporter leur soutien et leur adhésion au projet de nouvelle constitution malgré les intempéries. La pluie ne peut pas nous empêcher. Nous sommes là, même s'il neige, on est là. C'est le oui qui arrange la Côte d'Ivoire. Rien ne peut nous arrêter parce que nous voulons la paix. Et cette constitution va nous donner la paix. Et nous sommes obligés de venir écouter et aller transmettre au peuple. Même sous la pluie, même avec le vent, avec toutes les intempéries que l'on peut s'imaginer, je pense que nous sommes prêts pour porter haut le flambeau du RHDP. Cette constitution va tourner cette page sombre qu'a connue la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus fêter la nouvelle Côte d'Ivoire, nous sommes venus dire oui. Je dois adhérer forcément par rapport à mon âge et par rapport à mon cœur, par rapport à mes grands-parents. Il est de mon devoir en tant que citoyen et âgé de dire oui et venir à la référendum. Nous serons à Haut-Djenné, avec toute la jeunesse d'Haut-Djenné, nous allons mobiliser la base, nous allons aller partout pour faire du porte-à-porte, pour remobiliser cette base, pour faire en sorte que nous, on fasse un score de 100%. Je suis au stade pour dire oui. Toute la population de Fresco est mobilisée pour le oui. La Constitution, je l'ai visitée de fond en comble. Je suis émerveillé. Et il y a deux aspects qui me tiennent vraiment à cœur. Celui de l'école obligatoire et de la réprimande de ceux qui utilisent les enfants pour travailler dans les champs. Les forces de sécurité et de défense en nombre impressionnant ont quadrillé le terrain. Le dispositif sécuritaire obéissait aux consignes les plus strictes. Les militants étaient tous soumis à des fouilles à l'entrée du stade. Dans l'enceinte, leur présence se faisait remarquer. Ailleurs, mouvements, associations et clubs de soutien entretenaient l'ambiance en attendant l'arrivée des présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Et quand arrive le chef de l'État, il est accueilli par des ovations. Aucun incident majeur n'a été signalé. Aujourd'hui, dimanche 23 octobre, deuxième jour de la campagne référendaire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, cadre du RHDP, est sur le terrain. Il bat campagne pour le oui au référendum du 30 octobre. Daniel Kablan-Duncan a échangé avec les populations à Grand-Bassam. Il n'était pas seul, il était avec des membres du gouvernement ainsi qu'avec Henriette Konan Bédié. Herman Guivé. La campagne référendaire à peine ouverte, Grand-Bassam dit oui à la nouvelle constitution. Ezal et Georges Philippe, départemental RHDP et maire de la ville, donnent le ton. Je voudrais vraiment demander à tous les Bassamois, à toute la région du Sud Comoué de se mobiliser pour que nous fassions un score de plus de 96% le 30 octobre au référendum pour cette nouvelle constitution. Puis c'est au tour du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, cadre du RHDP, de rendre compte des raisons pour lesquelles il convient de voter oui à la nouvelle constitution. La nouvelle constitution ouvre davantage les portes du progrès et du bonheur pour nos populations. La nouvelle constitution va régler durablement la question foncière dans notre pays. Ainsi, la nouvelle constitution reconnaît clairement que seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques de nationalité ivoirienne peuvent avoir accès à la propriété foncière. Grand-Bassam, témoin de l'histoire politique ivoirienne, promet de garder jalousement ce statut en votant oui à la nouvelle constitution au soir du 30 octobre 2016.
Et la sensibilisation se poursuit pour le référendum. Les partisans du oui investissent le terrain pour convaincre les électeurs. Les militants du RHDP et le G25 se sont déployés dans les localités pour rencontrer les populations et échanger avec elles sur le projet de nouvelle constitution. Voyons le compte rendu de nos différents reporters. Pour le G25 de l'Assemblée nationale, la nouvelle constitution montre de réelles avancées démocratiques. Il appelle donc à voter le oui massif le 30 octobre prochain. Nous, députés, membres du G25, appelons les hommes, les femmes, les jeunes et l'ensemble du peuple ivoirien à voter massivement oui, je dis bien oui, au référendum constitutionnel du 30 octobre 2016 afin de donner à la Côte d'Ivoire, notre cher pays, une constitution flexible, expurgée de tous les germes conflictuels. L'heure est venue pour les militants du RHDP de se mobiliser pour le référendum. Une seule consigne, le oui, le jour du vote. Je voudrais dire aux militants du PDCI-RDA d'Adjamé, le président Henri Konan Bédié nous demande d'être les premiers dans les bureaux de vote le dimanche 30 octobre prochain pour mettre le bulletin vert du oui. Le bulletin vert du oui dans l'urne. C'est ce bulletin qu'il faut mettre dans l'urne. Le maire d'Adjamé, Youssouf Silla, coordonnateur local du RHDP, a également appelé les militants du RHDP à s'approprier cette constitution le jour du vote. Oui à la Troisième République, le mot d'ordre du RHDP, le Rassemblement des Oufetistes pour la démocratie et la paix, est relayé dans la région du Bafing. Le directeur régional de campagne dans le Bafing, Diomandé Lassina, parcourt ces 3 départements, Touba, Koro et Wanini. Aux populations des localités de Borotou, Dioma et Santa, ainsi qu'aux entrepreneurs du Bafing, Diomandé Lassina leur a expliqué pourquoi voter oui au référendum du 30 octobre. Les avancées au niveau de la promotion de la femme, la reconnaissance de la société civile comme une des composantes de l'expression de la démocratie, la propriété foncière rurale réservée aux seuls Ivoiriens mérite, selon le directeur régional de campagne du Bafing, l'adhésion des populations à cette nouvelle constitution. Si les acteurs du oui intensifient leurs activités, la coalition du non pour le référendum se donne le temps d'investir le terrain. Eh bien, pour ce deuxième jour de campagne, pas de conférence ni de rassemblement, le compte-rendu d'Adama Koné. Deuxième journée calme au sein de la coalition du non. Aucune activité tenue par les partisans du non au projet de nouvelle constitution. Ce dimanche, il avait été prévu une conférence de presse selon le professeur Morifere Bamba. En fin de journée, cette conférence a été reportée à demain lundi 24 octobre 2016. Au dit du leader de la coalition du non, Morifere Bamba, c'est une rencontre qui servira d'espace de mobilisation des cadres et des représentants régionaux. Elle est programmée à 15 h au siège du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, RPCI. Faut-il le rappeler, le Front du refus et la coalition du non ont lancé ensemble hier samedi leur campagne pour s'opposer au projet de nouvelle constitution. C'était à l'espace CP1 de Yopougon où les militants se sont rendus en grand nombre pour partager leur foi sur la négation du projet de nouvelle constitution. Les différents dirigeants ont donné rendez-vous donc aux populations pour une semaine intense en activité de campagne, de promotion, du non. Voilà, c'était la Troisième République en question. Si vous avez fait la demande pour l'obtention d'une carte nationale d'identité, eh bien, vous pouvez maintenant vous rendre dans les différents centres d'enrôlement pour le retrait. À ce jour, environ 1 million de cartes d'identité ont été distribuées et l'ONI, l'Office national d'identification, invite tous ceux qui ont fait la demande à se rendre dans les différents centres pour le retrait de leurs pièces. Herman Yamien. Office national d'identification ONI Plateau. Dans cette salle, des milliers de cartes nationales d'identité sont stockées. Dehors, sous les hangars, les candidats au précieux sésame attendent d'être reçus. Je suis ici pour retirer ma carte nationale d'identité. Ils ont dit d'attendre jusqu'à 13h30 pour retirer. Non, c'est pour ça que je suis en train d'attendre. Il y a des personnes qui sont venues après moi. Ces personnes ont été déjà reçues. Il y a d'autres qui ont déjà eu leurs pièces, ils sont déjà partis. Bon, disons peut-être même qu'ils sont déjà arrivés à la maison. Mais depuis moi, je suis encore en attente. Malgré la longue attente, ce jeune homme n'aura pas gain de cause. On lui fera savoir plus tard que sa carte d'identité est en confection. Il devra donc faire encore preuve de patience.
Cette jeune fille, tout comme bon nombre de candidats présents ici, aura plus de chance. Elle vient de recevoir sa toute première carte d'identité nationale. Ça me plaît parce que je n'ai jamais eu de pièces. De toute ma vie, je n'ai jamais eu de pièces, c'est ma première fois. Nous savons, je ne sais pas ce qu'elle dit, franchement. Je suis contente. Je peux voyager, je peux faire tout ce qu'il y avait avec ma pièce. Bon, j'ai ma pièce d'identité, je pense que je suis légalement citoyen. Donc c'est la seule chose qui me manquait, quoi. Pour éviter que les populations ne se déplacent en vain, l'ONI a mis en place un système de SMS qui informe le postulant de la disponibilité de sa carte. Cette stratégie a permis aujourd'hui à des milliers de postulants de retirer leur carte d'identité. Nous sommes dans une distribution de masse, donc nous avoisinons 10 000 cartes semaines, environ 2500, 2300 cartes jours. À ce jour, nous sommes à près d'1 million de cartes distribuées, sur près de 1 700 000 de personnes, de demandeurs. Cette opération de distribution des cartes nationales d'identité s'inscrit dans une campagne d'identification de masse. La distribution des cartes nationales d'identité s'inscrit dans le projet d'accompagnement de la révision de la liste électorale qui a été faite le mois dernier et qui a abouti à l'enrôlement de plus de 300 000 personnes sur la liste électorale et qui a vu 85 000 personnes retirées de la liste parce qu'étant des cas de décédés. Nous avons vraiment écourté les délais de traitement et de production de 4 mois, 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes au maximum à 1 mois. Pendant que la distribution a lieu, l'enrôlement également continue. L'opération concerne tous les Ivoiriens âgés de 16 ans et plus. C'est d'ailleurs ce qui justifie la présence de cette jeune fille ici. Je suis venue faire ma carte d'identité parce que je viens d'avoir mes 16 ans et c'est mon anniversaire aujourd'hui même. Malgré les nombreux efforts de l'Office national d'identification, des milliers de cartes nationales d'identité attendent encore d'être retirées. Le directeur général de l'ONI invite donc les concernés à se rendre dans les différents centres d'enrôlement pour retirer leurs pièces. L'usine d'emplissage de la Société africaine d'hydrocarbures raffinés, située à la nouvelle zone industrielle PK24 sur l'autoroute du Nord, va démarrer ses activités. L'usine a été inaugurée par le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Cette usine est spécialisée dans la fabrication et la distribution de gaz domestique en Côte d'Ivoire. Chantal Eouma-Kandon. En Côte d'Ivoire, on observe une forte consommation de gaz butane. Selon les estimations du ministère des Mines et de l'Énergie, de 205 000 tonnes en 2015, la consommation de gaz pourrait atteindre cette année 250 000 tonnes. Cette nouvelle unité industrielle, la Société africaine de pétrole et d'hydrocarbures raffinés, SAFIR, qui s'installe, vient aussi contribuer à la couverture des besoins de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région en produits pétroliers et hydrocarbures. Nous essayons de faire de l'innovation, des mesures qui pourraient accompagner les Ivoiriens dans leur conditions de vie quotidienne. Nous sommes à peu près 32 personnes, des emplois directs, et à peu près une centaine de personnes en emploi indirect. Le capital est à 100% ivoirien, les employés sont à 100% ivoiriens. Le ministre des Mines et de l'Énergie a indiqué que l'implantation de cette usine s'inscrit dans la dynamique de développement économique et social mise en œuvre par le gouvernement. Plusieurs réformes structurelles et sectorielles ont été engagées pour justement favoriser les investissements privés qui devront impacter significativement le volume et la qualité de l'activité industrielle. Grâce à cette unité moderne, la société SAFIR vient porter à 4 le nombre des centres emplisseurs dans notre pays et contribuer ainsi à une meilleure satisfaction de la clientèle. Cette usine moderne d'emplissage de gaz est l'une des toutes premières entreprises installées sur la nouvelle zone industrielle de PK24, autoroute du Nord. Aussi, le ministre Jean-Claude Brou invite-t-il les opérateurs économiques, surtout nationaux, à s'inscrire dans cette dynamique d'investissement dans tous les secteurs de l'industrie ivoirienne. Le magazine de ce dimanche 23 octobre au journal de 13h s'est intéressé à la phase 2 du programme national d'investissement agricole. Mais que retenir de ce PENIA Acte 2? L'invité Noun Koulibaly, directeur général de la planification, du contrôle des projets et des statistiques au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a été interrogé par Alvorassa. Voyons un extrait de leur entretien.
Au niveau du PENIA 1, ce que nous avons fait, c'était vraiment de canaliser nos efforts sur l'augmentation de la production, notamment en donnant des appuis en termes d'outils de production et puis en termes, bien entendu, de semences aux producteurs. Aujourd'hui que nous avons réussi effectivement à booster la production, nous voulons que le PENIA 2 regarde surtout les questions de transformation de nos produits agricoles sur place. Cela va sans dire qu'il faut un certain nombre d'accompagnements qu'il faut donner aux producteurs et aussi au secteur privé pour que cette transformation sur place puisse avoir lieu. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a mis le cap sur la mécanisation pour permettre toujours d'avoir de grandes productions et aussi des productions de qualité, a mis le cap également sur l'irrigation pour que, bien entendu, on ne soit pas toujours à la merci des eaux de pluie à cause du changement climatique, bien entendu. Et donc, tous ces éléments-là seront mis dans un système que nous allons appeler système d'agropole, qui va permettre effectivement de pouvoir vraiment arriver à un changement structurel de notre agriculture. Je vous propose de parler maintenant des personnes du troisième âge qui viennent d'être célébrées à Kong. L'initiative est du ministre des Affaires présidentielles, soutenue par les cadres de Kong. Ces personnes du troisième âge ont été honorées pour leur contribution à l'essor de la commune de Kong, nous dit Kader Sogodogo. Rendre hommage aux personnes âgées, les rendre visibles et valoriser leur image, tout en attirant l'attention du grand public sur la question du vieillissement. Voilà tout le sens de la cérémonie initiée à Kong par le ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara. Une activité qui est soutenue également par les cadres de cette commune. Cette cérémonie qui se tient est une occasion pour les membres du conseil municipal, avec notre frère Berté Abdraman, de rendre un hommage mérité à nos chers parents de Kong. Berté, toutes nos félicitations, que la bénédiction de tous les parents. Des vivres, des non-vivres et des dons en numéraire, les personnes du troisième âge de Kong ont reçu de nombreux présents. J'en suis heureux. Cette cérémonie, pour moi, a un sens qui est le fait de reconnaissance du mérite de ces personnes qui ont tout donné à leur pays. À cette cérémonie, les femmes, les jeunes et de nombreuses associations de Kong ont reçu des dons de différentes natures. Une action pour soutenir la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Il est aussi âgé et ses mérites ont été reconnus par ses pairs. Professeur Bougui Vincent, auteur de 6 publications, malheureusement n'est plus de ce monde. Il s'est éteint le 23 septembre dernier. Bougui Vincent a été l'un des premiers professeurs de l'Afrique noire francophone, titulaire d'un doctorat en physique nucléaire. Il a œuvré toute sa vie à la recherche scientifique. L'ASCAD vient de lui rendre hommage. Davis Soyo, Patricia Mouetia. Une minute de silence en mémoire d'un pionnier de la recherche scientifique, ancien chef du département de physique de l'Université d'Abidjan. Par ailleurs, président de la Commission nationale des sciences physiques depuis 1970, une figure des sciences physiques s'est éteinte. Cet homme, c'est le professeur Bougui Vincent, né le 30 janvier 1930 à Jacquesville. Il est décédé le 23 septembre 2016 à l'âge de 86 ans. Un hommage lui est donc rendu par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Il fut un grand scientifique, premier docteur d'État de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et Bougui Vincent nous quitte aujourd'hui, mais restera toujours présent dans notre esprit. Il restera toujours immortel grâce à ses œuvres qu'il a réalisées au niveau de la physique nucléaire. Le professeur Bougui Vincent était titulaire d'un doctorat de 3e cycle en physique nucléaire obtenu en 1956 et d'un doctorat d'État en sciences physiques en 1966. Son attachement à son rôle de formateur lui a valu diverses distinctions. Il a été élevé en 1980 au rang d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, commandeur du mérite de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire en 1985 et chevalier des palmes académiques de la République française. Le professeur Bougui Vincent est auteur de 6 publications.
On ouvre à présent la page religion de cette édition. Nous sommes dimanche et c'est jour de culte pour les fidèles chrétiens. Ceux de l'église Saint-Paul de l'adoration d'Abidjan Plateau ont célébré la messe traditionnelle des familles. L'unité, la cohésion sociale et le pardon ont été évoqués par le nonce apostolique David Soyo Adamakone. 2 heures, c'est le temps de la célébration des couples à l'église Saint-Paul de l'adoration d'Abidjan Plateau. 43 couples reçoivent ce dimanche un parchemin du pape François des mains du nonce apostolique Joseph Spiteri. Cette messe traditionnelle dite par le nonce est l'occasion pour les couples de renouveler leur promesse de mariage. Le représentant du pape invite les familles à cultiver le pardon, l'harmonie et la cohésion sociale. Nos familles restent toujours des foyers où on peut trouver véritablement la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire le courage de demander pardon, d'accepter le pardon, d'offrir le pardon. Parce qu'avec le pardon, alors nous nous sentirons plus forts, plus unis et plus forts pour bâtir une société renouvelée. Outre les thèmes de pardon et d'harmonie, le nonce apostolique appelle les couples chrétiens du monde à la foi et à la fidélité, car la famille est sacrée aux yeux de Dieu. Les couples présents se disent prêts à œuvrer dans ce sens. On repart avec beaucoup de foi renforcée, grâce à tout ce qu'il a dit et grâce à tout ce qu'il nous a enseigné aujourd'hui. Nous retenons le pardon. Le pardon, source de miséricorde. Le pardon, source d'amour. Le pardon, source de partage. C'est une tradition depuis 9 ans. L'Église catholique consacre le 30e dimanche de l'année liturgique à la célébration de la famille. Pour cette année, la fête est placée sous le thème « Famille chrétienne, foyer de miséricorde ». On en arrive au 7 sur 7, l'actualité dans le monde en 7 jours. Qu'est-ce qui a marqué cette actualité cette semaine? Eh bien, pour ce tour du monde en 7 jours, nous irons au Niger, en Afrique du Sud, au Cameroun, en Syrie, en Irak. Le 7 sur 7 est proposé par Gabriel Zani. Lundi, l'attaque de la prison de Koutoukale par des hommes non identifiés lourdement armés a été repoussée par les forces de sécurité nigériennes. La traque des djihadistes se poursuit le long de la frontière avec le Mali. C'est la 3e attaque terroriste qui touche le Niger en moins de 15 jours. Malgré le tollé suscité en Israël, l'UNESCO a adopté le mardi une résolution sur Jérusalem-Est, portée par des pays arabes au nom de la protection du patrimoine culturel palestinien. La résolution dénonce les projets de construction d'Israël sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem-Est, annexée et occupée par Israël. Le texte a été validé par les 58 États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO, réunis en assemblée plénière à Paris. La descente aux enfers se poursuit pour Eduardo Cunha. Après sa destitution en juin dernier, l'ex-président du Parlement brésilien, à l'origine de la destitution de l'ex-présidente Dilma Rousseff, a été arrêté ce mercredi. Il est accusé de corruption dans le vaste scandale pétrolier Petrobras. Engagé lundi dernier, la bataille de Mossoul visant à reprendre le territoire à Daesh se joue aussi à Paris. Jeudi, une vingtaine de ministres des Affaires étrangères européens se sont retrouvés à Paris. Objectif, préparer l'avenir politique de l'Irak en passe d'être débarrassé des combattants djihadistes. L'Afrique du Sud se retire de la CPI ce vendredi. Le pays a notifié sa décision à l'ONU dans un courrier adressé au secrétaire général. Ce retrait prend effet dans un an et fait de l'Afrique du Sud le premier pays africain à se retirer de la CPI. Le Cameroun en deuil, au moins 75 morts et plus de 600 personnes blessées vendredi en mi-journée dans le déraillement d'un train assurant la liaison entre les 2 plus grandes villes du Cameroun, Yaoundé et Douala. Le train transportait 1300 voyageurs. L'armée irakienne annonce ce samedi avoir repris la ville chrétienne de Karakosh, contrôlée par le groupe État islamique depuis 2014. Une victoire qui intervient dans le cadre des opérations en cours pour dégager les abords de Mossoul, grand bastion urbain de l'État islamique dans le nord de l'Irak. À
Alep de nouveau sous des bombardements. Après une trêve humanitaire de 3 jours décrétée par la Russie et le régime syrien, les combats avaient déjà repris samedi soir et se sont intensifiés ce dimanche. Cette trêve n'a pas permis à l'ONU d'évacuer des blessés des quartiers rebelles. Très peu de civils ont donc pu fuir les quartiers assiégés. Voilà, fin de ce 20h. Merci à toute la régie et à vous tous de continuer à nous suivre à travers le monde.